il y a une logique de se dire, en fait, je veux avoir le geste le plus parfait. Ce qui compte, c'est la qualité à chaque étape de l'entreprise ou du flux de valeur. Et on a quand même un peu une culture qui est certainement moins, je veux dire, craft artisanale que dans d'autres régions du monde. On aime bien aussi faire des choses vides, volume, etc. On n'a pas forcément tous une culture qui nous a été amenée dans la précision du geste. Là, ce qu'on dit, c'est qu'à la fin, c'est de se dire, en fait, tous, on devrait avoir 20 sur 20 tout le temps. Et du coup, c'est comment on arrive à avoir 20 sur 20 tout le temps dans des contextes qui changent, alors que finalement, on n'a pas loin d'avoir une culture un peu française, européenne, de se dire, bon, si j'ai 15, à peu près dans la moyenne, et que j'ai un coup d'éclat de temps en temps, ça va le faire. Donc, c'est vraiment un changement aussi culturel. Et tout l'enjeu, c'est une fois qu'elles nous ont montré les difficultés dans lesquelles elles sont, on en prend une, parce qu'évidemment, si on commence à tirer, on se retrouve avec des backlogs comme ça, et on se dit, en fait, on va fermer ça et on va passer à autre chose, c'est pas possible. De se dire, d'avoir la conviction que même si on prend qu'un tout petit truc, qu'on l'améliore, ça a de la valeur. Et donc, quand on prend des choses plus unitaires, on se dit, dans ce cas-là, cette personne-là, elle est bloquée par le process, dont je ne sais trop qui est honneur, et qu'on aille voir cette personne-là en lui disant, je te demande pas de changer tout ton process qui te permet à toi de travailler, de faire ce qu'on te demande, d'atteindre tes objectifs, je te demande juste de voir comment sur ce cas-là très précis, on peut faire un peu différemment pour que telle personne soit débloquée et puisse avancer. Et la discussion, elle est complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant dans garder un rythme de quarter, c'est que ça permet aussi de donner du feedback à tout le monde sur ce qui s'est fait en collectif. Parce que même s'il y a de la communication, on finit tous par se concentrer sur le travail qu'on a à faire. Or, on contribue à un produit global. Donc, ces temps-là, ils servent à ça aussi. Bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez là pour écouter la prochaine saison du podcast La Révolution. Donc vous le savez, on adore geeker pour essayer de comprendre les problématiques sur l'organisation projet, produit, et ça depuis le début. On a découvert dans les 10 derniers mois des personnes qui nous ont fait réfléchir sur la logique trimestrielle et l'impact que cela avait dans la relation de l'IT avec le business. Ce qu'on appelle aujourd'hui le PI planning, le quarter plan. On a pu aujourd'hui choisir, sélectionner, trouver, merci à eux, plusieurs personnes qui sont venues faire des rex et des retours d'expérience sur cette logique trimestrielle. Des personnes qui ont mis en place ça en mode PI planning, du safe, des gens qui ont cherché à comprendre comment créer cette relation trimestrielle avec un business qui fonctionne au quarter, et d'autres qui s'en sont sortis, qui sont allés sur des logiques lean. J'espère que vous trouverez dans ces échanges des clés pour réussir à transformer votre organisation et à créer vraiment cette IT business partner que tout le monde veut depuis 2010, mais qui reste encore aujourd'hui difficile. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis super content d'aujourd'hui d'être avec Mélanie. C'est pour le dernier épisode de la saison sur la dynamique quarter plan. Mélanie, elle a un Rex super intéressant et surtout, elle a une nouvelle initiative dans son organisation qui se lance où elle va commencer à nous en parler. Mais avant tout ça, Mélanie, est-ce que tu peux te présenter? Tu es qui? Tu travailles où? Et qu'est-ce que tu fais? Alors, Mélanie Druissy, je travaille chez Pixis, qui est la filiale tech du groupe Cnova. Cnova, c'est le groupe qui rassemble Cdiscount.com, la marketplace française que vous connaissez tous bien, mais aussi des activités logistiques dans lesquelles on retrouve Octopia, qui est une solution à marketplace as a service, du marketing digital autour de Cdiscount Advertising et de la logistique. Donc moi, je travaille dans la filiale tech. Mon rôle, je suis directrice d'une direction qui s'appelle Land to Scale, qui est une direction transverse, qui a comme objectif d'accompagner l'ensemble de la tech et aussi des équipes produits sur leurs pratiques, le développement des compétences et l'amélioration continue. Ok, donc du coup, juste pour se rendre compte en termes de nombre, la tech, ça représente à peu près combien de personnes? Et ton organisation à toi, c'est combien de personnes? En grosse moyenne. Alors, Pixis, la tech, c'est 650 personnes, Ok. à peu près moitié interne, moitié consultants externes, voilà, qui nous apportent les expertises en fonction de nos enjeux du moment. Et ma direction, c'est entre 40 et 50 personnes en fonction de l'actualité. Ok, donc toi, Moitié interne, 10%, moitié externe. en termes de nombre, tu as 10% de la totalité de la tech qui est là pour faire en sorte que on fasse les bonnes choses, on les fasse bien. C'est intéressant. Alors un petit peu moins quand même, parce que 650 autour Ok, des d'accord, 40, ça c'est voilà. le budget. Mais c'est vrai, mais je me suis jamais, en fait, j'avais jamais pensé au ratio, sachant que la plus grosse équipe qui est dans ma direction est une équipe qui fait du design
et donc qui est dans ma direction malgré tout, qui est une direction de transfo parce que c'était des expertises au moment où on a créé la direction qui, en tout cas sur la partie B2C, n'étaient pas mises en place. Et Ok. donc dans le cadre de la transfo, c'était bien de la porter avec nous et de porter cette équipe avec nous. Et c'est encore toujours le cas. Et c'est presque la moitié de ma direction. Ok. Donc du pur transfo, on est moins Ok. nombreux. On Il y a une part vraiment autour de toutes les expertises du design. OK. C'est intéressant que ça ait commencé avec le design. Comme quoi, le design, ça peut être déjà un objet, à l'intérieur de l'organisation qui est transformatif. Exactement, oui. Ça l'est parce que du coup, ça symbolise le fait que l'entreprise se tourne plus fort vers, ses clients et ses utilisateurs Ça reste ça. et fait le pas entre j'amène des fonctionnalités à j'amène de la valeur et du coup un lien plus fort avec, voilà, tout ce qu'il nous faut pour bien comprendre, comment les gens utilisent nos produits, quelle valeur ils attendent et comment on la rend facile, grâce à du design qui est optimisé. Donc Et oui, c'est une étape de transfo. c'est une table dans parce que moi, tu vois, je côtoie, je pense quand même pas mal de directions et il y a très peu de comex où les membres ont une, sensibilité avérée, en termes de contribution et à râler, oui, mais en termes de contribution sur l'expérience utilisateur. On parle de fonctionnalités et on le voit des fois même dans les cahiers des charges de ces entreprises-là, quand elles cherchent une solution, etc. C'est une liste de fonctionnalités qui n'est pas affichée par rapport à un persona et par rapport à un degré de simplicité ou autre. Et en fait, du coup, c'est une liste à la préfère qui n'a pas de sens, en fait, souvent. Oui, 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 Et mais c'est vrai que c'est une façon vraiment différente de regarder nos activités, de se dire: «OK, je sais, je suis quasiment sûr que mes clients ont besoin de ces fonctionnalités» et de réussir à se dire: «En fait, ce sont des hypothèses» et tout ça, ça doit être rechallengé avec la vision de nos utilisateurs, nos clients qui sont pas toujours les mêmes personnes, hein, et qui ont des attentes et des besoins différents, pour réussir à vraiment amener la valeur qui est attendue. Donc oui, c'est très transformateur de travailler et ça demande de l'énergie parce que ça change forcément le travail d'un certain nombre de personnes et donc ça prend du temps à être installé et du coup être hébergé dans une direction qui a cette mission de transformer, c'est aussi un levier. Je pense qu'on est allé plus vite que si on avait, créé d'un côté la direction, OK. en charge de la transfo et à côté, une cellule en charge, du design, sur les périmètres B2B. OK. Et OK, trop cool. Et donc du coup, toi, tu es arrivé à combien de temps? Alors je suis arrivée en 2020, au milieu de l'année 2020, donc ça commence à faire quelques années maintenant, même si ça passe toujours très vite chez Cdiscount, donc on a presque l'impression que c'est hier. Sur cette période-là, on a fait un certain nombre de mouvements en termes d'organisation, de méthode de travail, de gestion de notre flux de delivery, de relations avec les métiers. Heu et hem et on a porté ça alors évidemment, nous, on apporte, des enablers, en transverse, mais tout l'enjeu, c'est, que, l'ensemble des équipes, des directions, se saisissent du sujet de la transformation, en soient partie prenante, s'impliquent et nous alimentent pour qu'on puisse nous, en retour soutenir. Donc c'est OK. tout ça qu'on a essayé de créer, dans les 4 dernières années. Et donc du coup, quand toi, tu es arrivé, de ce que tu m'avais expliqué, il y avait, eu une mise en place au quarter et cetera, mais qui n'a pas été concluante. En tout cas, vous avez jugé que c'était pas satisfaisant et du coup, ça n'était enfin, ça alors du coup, toi, tu avais pas créé cette organisation-là. Tu es arrivé un petit peu après quand elle avait été déjà un peu, ouais, il y avait déjà eu un peu un constat d'échec là-dessus. Tu est-ce que tu Alors, pas encore au moment où je suis OK, arrivée, c'est un peu plus tard. En fait, au moment où je suis arrivée, il y avait quelque chose qui se passait d'important au niveau de Cdiscount. Il y a eu, alors il y a toujours eu du B2B chez Cdiscount, parce que forcément on traite avec des vendeurs, donc ça fait partie, d'un côté de nos partenaires, hein, pour servir les clients. Mais on a par rapport à ces expertises-là, il y a des business units, et des produits qui ont été créés vraiment pour, faire du B2B. Et quand moi je suis arrivée, on avait en accélération, le produit Octopia, donc la nouvelle filiale Octopia qui était en phase complètement d'accélération, qui devait s'ancrer sur le marché et avec un énorme scale. Et donc c'est à ce moment-là où quand je suis arrivée, ce qui avait été choisi pour accompagner ce développement, c'était effectivement de s'appuyer sur Safe, et donc des logiques assez quarter. Côté B2C et sur le reste de la donc côté cdiscount.com,
il y avait des roadmaps, mais qui n'étaient pas forcément très marqués sur du trimestre. Il y avait plutôt des roadmaps qui étaient posés à l'année. Les équipes n'avaient pas forcément des synchros. Et donc, on livrait quand on pouvait livrer les projets, les fonctionnalités. Il y avait des livraisons qui étaient rythmées, mais les quarters n'étaient pas si forts que ça. Euh, C'était, enfin voilà, on était sur des gestions de projets avec chaque projet son rythme, plus ou Ok. moins, mais rythmé par des livraisons, histoire que voilà le système au global fonctionne. Mais c'était juste ça. Par contre, là où on a commencé notre transfo produit, c'est effectivement sur le terrain Octopia. C'est là qu'on a commencé vraiment à aller un peu plus vite et au-delà des feature teams qui avaient commencé à être mis avant ailleurs. Et on s'est appuyé effectivement sur Safe avec un rythme de quarter. Et ça a duré. Donc moi, quand je suis arrivé, c'était déjà un peu installé. Ça a duré encore au moins 1 an, je dirais. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pour notre écosystème à nous, c'était trop contraignant et ce qu'on cherchait, c'était de faire du flux. Et stop. Bon, j'espère que l'épisode vous plaît. J'ai une chose à vous dire. Vous le savez peut-être pas, mais moi, c'est Bertrand Ruiz, je suis CEO d'Ersas. Bon, placement de produits sponsor, c'est mon podcast. Je suis un peu obligé, non? Donc, Ersas, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer le meilleur outil pour aider les directeurs de l'IT, les DG, les DAF à s'entendre sur la priorisation projet, la création de produits, en essayant de créer l'outil le plus simple possible d'utilisation pour le top management. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les outils de gestion de projet, de gestion de tâches, etc. sont très orientés utilisation à la tâche, au ticket, et ne permettent pas à un top management de comprendre la réalité. Et ce que vous découvrez aujourd'hui dans le quarter plan, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce produit, être le meilleur outil pour vous aider à mettre en place un quarter plan dans votre organisation. Si ce qu'on fait vous intéresse et que globalement cette saison vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. On est plutôt sympa et si on peut aider, que ce soit en vous montrant ce qu'on fait avec Ersas ou en vous mettant en relation avec des gens qui savent mettre en place le quarter plan, ça sera avec plaisir. Bonne écoute et kiffez bien. Voilà, donc on s'est éloigné du modèle safe. On a retravaillé un cycle de delivery à partir ensemble avec nos collaborateurs sur des piliers. Hein. On fait de la strat, on fait de la disco, il y a des phases de delivery et des phases de learning. Et tout ça doit s'alimenter dans un cycle, revenir en arrière, enfin des choses qui sont du classique quand on fait du produit, mais avec l'idée de pouvoir essayer au maximum de fluidifier la livraison de valeur, pas par rapport à des problèmes internes d'organisation logique quarter, mais en essayant d'être le plus en lien avec les besoins du marché et de nos clients. Et donc du coup, Euh, voilà. tu as dit plein de choses, mais pour le constat du coup de qu'est-ce qui a fait déjà que le constat du quarter vous avez dit ouais non c'est pas adapté pour nous. Tu le dis pour notre écosystème, c'est quoi les Ouais. raisons qui ont dit ok ça le fait pas? Alors, elles sont assez multifactorielles. Les équipes, alors déjà en interne, les équipes trouvaient que c'était un certain carcan. Ok. Et que assez naturellement, ça a amené à faire un peu du batch. Donc, avec des rushs, quand on s'approchait du début du quarter pour les product people, de finir de préparer, le plus d'épiques possible ou de thèmes pour qu'on ait des évaluations correctes de ce qu'on pourrait faire dans le team, dans le PI, enfin dans le quarter. Ça faisait les équipes tech, elles avaient un sentiment aussi un peu de rush en fin de quarter avec pas mal de choses qui étaient lancées, qu'il fallait finir. Donc déjà en interne, on n'était pas très confortable avec ce mouvement-là. Hem Et puis ça correspondait pas à nos besoins d'aller sur le marché rapidement. Ok. Heu, Dans le cadre d'Octopia, il y avait des clients, hein, qui étaient signés, qui attendaient des évolutions dans le cadre de contrats, qui étaient passés et sur lequel, rythmer des livraisons ou des cycles de roadmap toujours réfléchis par quarter, ça nous donnait trop de rigidité. Et on avait des moments où, avec un nouveau contrat, une nouvelle marketplace ou un nouvel accord sur du fulfillment, enfin peu importe, l'offre en question, il y avait quelques fonctionnalités qu'il fallait livrer par rapport à des contraintes liées aux négociations qui, si on avait fait, que du quarter, bah, finalement devaient prendre un peu leur tour pour rentrer alors qu'on aurait pu le faire. Donc ça nous rajoutait une rigidité pour faire de la reprio Ok. et globalement ça convenait pas. Après on a quand même une vision, mais pour pouvoir regarder plutôt notre amélioration et avoir un cadre dans lequel on peut regarder notre efficience, qu'on regarde au trimestre. Parce que sur un mois, on voit pas toujours des effets quand on fait des évolutions, donc on regarde ce qui se passe tous les mois. Mais on a cette logique, bon, on a tous,
tous quand même le trimestre de rythme de notre vie depuis l'école. Donc c'est vrai qu'on continue à avoir des visions pour comparer, notre vélocité, comment dire? Le respect de nos engagements. On regarde souvent au quarter, à la fin d'un quarter, on fait un bilan. Mais c'est Vous pas ça gardez qui rythme le les bilan quarter, mais on garde un bilan quarter, vous avez pas la partie priorisation capacitaire au quarter? c'est ça, on l'allège au maximum. OK. Alors si on a une visibilité, évidemment, on la donne, hein. Ça ne veut pas dire ne donnez plus de visibilité, de ce que vous pouvez donner, donc on le fait. Mais on c'est plus un énorme rythme qui rythme toute une machine comme ça peut arriver dans certaines entreprises. Et du Voilà. coup, Ap pour être sûr de après, comprendre vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, non, vas-y. Oui, oui, a après, on n'est pas aussi fluide qu'on voudrait. Il y a quand même des moments où il faut synchroniser. Ah, C'est des gros ass enfin, c'est des nos produits sont tous très complexes, donc ils engagent beaucoup d'équipes avec du legacy. Donc même si on a travaillé pour, faire en sorte que les équipes soient le plus indépendantes possible les unes des autres, dans les faits, elles ne le sont pas, ou pas sur tous leurs assets, et donc du coup, il y a forcément des moments de synchro. Donc cette fluidité qu'on cherche, c'est une fluidité idéale, mais dans la réalité, bah, il y a des moments où il faut attendre quelqu'un, notre équipe, un certain nombre de choses et où le flux de valeur, entre guillemets, a pas le déroulé, le plus parfait. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille au maximum. et donc du coup, donc les constats, c'était, la machinerie était trop longue, par rapport à un besoin marché où vous aviez besoin de rythme beaucoup plus fort parce que vous étiez en phase d'expansion, tu disais, de hyperscale, donc il y Oui. avait une espèce de contrainte marché très forte, Mmh. et que le processus de repriorisation à l'intérieur d'un quarter était trop lourd pour vous? Parce que tu as plein de gens qui savent, enfin, tu vois, qui le font aujourd'hui. Ils ont des Oui, urgences, voilà. ils savent dire: «Bah, du coup, qu'est-ce qu'on arrête en premier? Qu'est-ce qu'on fait?» Mais ça, pour vous, ça, c'était trop lourd et les équipes, c'était pas il y avait pas une appétence là-dessus. Exactement. Donc, c'est très moi, nous, on dit pas: «Il faites pas des Ah, quarters, c'est pas la bonne solution». On dit avec les expériences, les vécus des personnes, leur habitude de travailler avant et ouais, cetera. Ça a amené plein de choses, hein, de poser des roadmaps, parce que, ça a permis de structurer, de coordonner des équipes. Mais une fois qu'un certain nombre de réflexes, grâce à ce travail, dans le framework SAFe ont été positionnés et acquis, bah, on a eu des choses où on s'est dit: «Non mais ça c'est trop lourd en fait, on n'en a c'est pas trop lourd. besoin, on l'enlève, on fluidifie» et cetera. Donc le système que vous avez mis en place post ça, tu Mmh. dis, «On montre à la fin du trimestre quand même qu'on tient nos engagements, on regarde là-dessus». Mais comment tu ça comment du coup tu fais en sorte que ce qui va être de ce que vous enfin en gros, tu as plein de trucs, on a trop de demandes et donc du coup on priorise comment par rapport à un capacitaire, ça vous l'avez plus, tu vois? Et enfin vous avez plus de moments où vous pouvez vraiment le faire et de moments synchrones de priorisation. Je pose la question, hein, c'est et le second point c'est, tu ne mets tu plus un papier où tu dis: ben voilà tout ce qu'on va faire et est-ce qu'on l'a fait dans un certain temps?» Tu as plus ce moment un peu, couteau puisque c'est tout le temps en continu. Donc comment vous avez réussi à contrebalancer ces points-là? Alors il y a des, on se réunit, enfin les équipes se réunissent, mensuellement. OK, donc c'est En fait, mensuel. on a des choses qui sont, plus rythmées à des plus petites mailles. Donc, alors on travaille aujourd'hui en sprint de 15 jours. Donc, il y a Toutes les équipes? déjà, Toutes quasiment toutes les équipes, en tout cas toutes les équipes IT métier, parce que la plateforme, c'est des rythmes potentiellement différents. Mais en tout cas, sur un produit, sur un périmètre, les équipes sont synchronisées. OK. Elles sont pas forcément toutes synchronisées entre elles. On a plusieurs business units, donc on cherche pas à obliger, toute la tech à vivre sur le même rythme. Mais par contre, là, ça a du sens autour, d'une business unit pour, le product management avec lequel on travaille et cetera, on synchronise. OK. Hem, donc du coup, on sait déjà, les team leaders, savent si, très rapidement, à 15 jours, de pouvoir dire: «On est en avance, on est en retard par rapport à ce qu'on voulait». On regarde au moins, aussi ce qui se passe et en fait, s'il y a besoin de reprioriser, il y a aussi la possibilité, de dire: «Bon, bah, là, ad hoc, on fait un point. Il y a une urgence ou un besoin de reprio par rapport à quelque chose qui prend plus de temps qu'on imaginait et on a besoin de savoir du coup comment ça bouge les roadmaps de tout le monde, en tout cas le plan de charge de tout le monde, bah, on fait, ad hoc, le point qu'il faut faire et on réadapte. Hem, on est en proximité. Il y a des endroits où effectivement moi j'ai pu connaître des endroits où Safe apportait beaucoup parce qu'on avait des équipes qui étaient sur plusieurs sites, des gens qui se parlent pas forcément au quotidien, nous, on est tous au même endroit. On a l'avantage de travailler pour une entreprise
Alors, bon, on a des locaux distants de 500 mètres pour certaines situations, mais globalement, si on a besoin de synchroniser, de regarder, on se voit, OK. heu, on le fait immédiatement. Donc, il y a au fur et à mesure aussi, des binômages entre tech et produits qui ont continué à se construire et du coup, les grandes instances, on a moins besoin. OK. Et comment tu arrives à donner de la visibilité sur la partie, capacitaire? On peut faire, on peut pas faire, on pourra pas faire avant tant de temps, qui est quand même un point important pour le business, juste pour qu'ils se rendent compte aussi du délai ou de l'ampleur de ces demandes? Alors, c'est tout le travail qui est fait aussi, dans les phases de stratégie et de discovery, dans lequel, du coup, on donne de la visibilité est donnée très régulièrement par le product management, à la partie, tech, à la partie Pixis, d'ailleurs qui est aussi associée à toutes ces phases-là. Donc finalement, on sait ce qui arrive. Les équipes, comment dire? Découvrent pas au dernier moment des choses qui arrivent, donc elles ont déjà une idée de ce qui vient et régulièrement, il y a des travaux qui sont faits entre les product people et la partie Pixis, la partie tech, pour ajuster, la taille des équipes par rapport aux besoins des évolutions du métier. Donc c'est des dialogues qui ont lieu assez régulièrement. On garde nos périmètres, assez stables, pour les équipes, pour qu'elles construisent une connaissance et une efficacité autour d'assets techniques et de périmètres fonctionnels. Par contre, on est capable de faire évoluer aussi, les capacités de chacune des équipes. Alors, c'est là aussi où on s'appuie sur de la prestation et donc on arrive alors plus ou moins, hein, il y a des fois où c'est plus compliqué, mais à ajuster le capacitaire par rapport, aux besoins les plus urgents. Tout ça, ça se passe quand même beaucoup par le dialogue et puis par, effectivement, bon, on a des outils, hein, qui permettent de communiquer l'information, on a du Jira, on a des poser tout le workflow avec, des cadres communs pour dire ce que c'est qu'un thème, ce que c'est que des épiques, ce que c'est qu'une US et comment on travaille ensemble. Donc en fait, l'information, elle est aussi, disponible. Donc il y a un travail qui est fait de normalisation là-dessus pour que la communication soit facile. OK. Après, voilà, moi une fois qu'on a posé des bases claires et un cycle global, de flux et qu'on sait qui doit faire quoi, la communication, elle passe quand même plus facilement et du coup, les reprios sont plus faciles, les remontées d'alerte sont plus faciles. Sur chacun des produits, il y a des copiles qui sont faits toutes les semaines, qui avec les CPO, le VP Tech, les Head of Product et les Head of Engineering et donc toutes les semaines, on sait quel est, on va dire, l'état d'avancement de la partie, conception product management, l'état d'avancement, sur le delivery, les risques sur remontée. Donc c'est au quotidien, en fait, au quotidien, à la semaine à minima et avec quelques instances mensuelles pour faire un petit point et réajuster et c'est comme ça que c'est rythmé. Et du coup, tu disais à la fin du trimestre, tu peux faire un bilan. C'est quoi la nature du bilan que tu fais à la fin du trimestre quand tu regardes les choses? Alors, on a fait un très gros travail, alors qui était pas porté par ma direction, qui était porté par la direction Head of Delivery, sur, tout ce travail-là de réfléchir à, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder? Donc, comme à chaque fois qu'on s'attaque à du pilotage et à des indicateurs, c'est tout un chantier parce qu'on n'en met pas assez, puis on en met trop, donc c'est ongoing en fait, comme beaucoup de choses, hein. Les choses qu'on met en place, on considère toujours qu'elles sont ouvertes à modification, à évolution et à réajustement, donc on fait des balanciers. Ce qui est regardé, ce qui est regardé, c'est évidemment, les, comment dire? La vélocité au sens large, c'est-à-dire qu'on regarde plus en mensuel la vélocité de chaque équipe. Ça, c'est du quotidien de voir s'il y a des problèmes dans le delivery ponctuel, c'est voilà. Ce qu'on va plus regarder, c'est au niveau de ce qu'on appelle des épiques ou même des thèmes et de voir si on a, en réussi globalement à peu près à avoir, de la fluidité de livraison par rapport au plan roadmap qu'on avait imaginé. Donc mon client alors dans tout le flux de valeur qu'on passe, on n'a pas toujours des engagements clients, hein, sur nos fonctionnalités. C'est priorité, les engagements clients. Donc on va regarder si on a réussi à les tenir et si c'est pas le cas, on va explorer, pourquoi. En général, c'est fait avant parce que, l'exploration de quand on tient pas un engagement, elle est faite au moment où ça arrive.
Mais du coup, on se remémore ça potentiellement au niveau du bilan. Et on va aussi regarder, quelle a été notre capacité, en tout cas pour le regard tech. Le product management a un regard plus-valeur, mais en tout cas sur le regard tech, on va regarder aussi comment on a tenu nos SLO, des classiques. Comment on progresse par rapport à des objectifs qu'on peut se poser, qui ne sont pas forcément des objectifs liés à la roadmap, mais côté tech, à chaque fois, chaque bilan, du coup, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la prochaine fois. Et donc, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, soit de qualité, soit encore une fois, de respect de SLO, on va aller regarder si on a progressé. Ok. Donc, en ce moment, on est intéressé de voir. Alors, c'est un axe qu'on regarde parmi d'autres, mais c'est notre time to market. Il est très différent suivant les périmètres, entre la logistique, entre Octopia sur le B2B, sur le B2C. Donc, on regarde des choses différentes. On ne fait pas de bilan trimestriel commun à tous nos périmètres. C'est vraiment focus sur un périmètre. Sinon, ça n'a pas de sens de comparer. Les contextes sont trop différents. On a des indicateurs communs, mais par contre, on ne compare pas les performances, je dirais. Et du coup, ce qu'on cherche à faire en ce moment, c'est vraiment d'accélérer notre time to market. Donc, on va aller explorer, de se dire où est-ce qu'on a des temps d'attente, où est-ce qu'on a des bottlenecks, enfin je trouve pas le mot français, tout le monde aura compris. Et de se dire, le trimestre prochain, où est-ce qu'on peut essayer de lever quelque chose. Voilà. Ok. On va avoir ce regard-là, amélioration. Et puis, il y a un regard aussi de se dire, voilà tout ce qu'on a livré comme valeur. Aller regarder si on a déjà eu des retours de learning, comment ça a été pris en main par nos clients et potentiellement réajuster. Mais là, c'est plutôt le côté bilan pour montrer finalement à tous ceux qui travaillent sur ce périmètre, voilà tout ce qui a été fait. C'est ça qui est intéressant dans garder un rythme de quarter, c'est que ça permet aussi de donner du feedback à tout le monde sur ce qui s'est fait en collectif. Parce que même s'il y a de la communication, on finit tous par se concentrer sur le travail qu'on a à faire. Or, on contribue à un produit global. Donc, ces temps-là, ils servent à ça aussi. Et du coup, votre organisation produit et le fait du coup d'être beaucoup plus, je sais pas si le bon, mais lean ou dans tous les cas proche en continu dans des cycles beaucoup plus courts et scale ça, euh, vous avez réussi à ce que, enfin dans votre organisation, à ce que les, je sais pas moi, les patrons, je sais pas comment vous les appelez chez vous, les business units, les métiers, ceux qui sont dans les entrepôts ou autres, puissent être impliqués en continu sur ce rythme-là. Parce que Alors, le quarter, ce qu'il fait aussi dans le PI, c'est quoi? C'est que tu concentres pendant 2 jours, aussi des interactions humaines avec des gens qui, potentiellement n'ont pas, la disponibilité ou la volonté ou plein de trucs d'en continuer d'être impliqués dans, les features, dans ce que tu veux. Du coup, j'ai l'impression que pour faire ce modèle-là, il faut être, avec eux tout le temps, quoi. Alors, on est déjà avec le product management tout le temps, et ça, c'est déjà quelque chose qui s'est très renforcé, renforcé fortement dans les 4 dernières années. Le product management est aussi très près des métiers. Après, il y a des endroits où il y a encore du travail à faire, etc. Mais on a encore du travail pour fluidifier la chaîne complète, et pour faire en sorte que effectivement, on n'est pas de passage que ça soit un petit peu plus fluide. Donc là-dessus, il y a plein de choses à faire. Il y a déjà mieux comprendre le rôle des uns et des autres. Il y a quelque chose qui est quand même aussi qui peut réunir tout le monde, mais on a chacun notre vision, c'est ce qu'attend le client. Ouais. Et finalement, comme on a des feedbacks qui viennent à des moments différents, sous des formes différentes, c'est des fois difficile du métier jusqu'au développeur d'avoir la même vision et la même prio pour ses retours clients. Et donc ça, c'est important. Et autour de ça, il se passe quelque chose dans notre entreprise qui a été impulsé par notre CEO Thomas Métivier depuis. Alors, je dirais, ça a commencé il y a 1 an, mais en réalité, ça arrive tout doucement. C'est la volonté effectivement de se tourner encore plus vers nos clients et de se réunir autour de ça, tous les intervenants dans l'entreprise. Ce qui arrive chez nous, c'est la mise en œuvre du Lean. Et donc ça, c'est une impulsion qui vient de notre CEO pour 2 raisons. Pour celle qu'on évoque là,
se fédérer autour du client et tous ensemble travailler dans le même rythme, quels que soient les silos pour cet objectif-là. Et un deuxième, qui est aussi très important, qui est, simplifier notre système au global, et notre fonctionnement. Parce que même si on est une entreprise relativement récente et pas, on est enfin, au global, on est plus de 2000, mais on n'est pas non plus une énorme entreprise. Malgré tout, au fur et à mesure, on a rajouté, un certain nombre de process, qui s'empilent, qui deviennent plus complexes les années après les années. Et du coup, pour justement fluidifier notre capacité à livrer de valeur à nos clients, on s'engage sur ce chemin-là, sur le chemin du lean. Alors, on s'engage sur le chemin du lean originel, entre guillemets. J'ai pas forcément encore les mots parce que c'est aussi tout nouveau pour moi. Pas du tout celui qui a pu être déployé il y a quelques décennies dans les entreprises, dans des logiques de productivité très fortes. Ok. L'objectif chez nous, c'est vraiment ça, c'est de mieux comprendre les enjeux clients, chacun à son poste, sur son activité et de faciliter le travail des collaborateurs. C'est vraiment intéressant parce que ça nous amène à un levier sur lequel on butait un peu dans le cadre de la transfo produits et tech et sur lequel on ne trouvait pas forcément les leviers ces derniers temps, qui est d'activer les leviers de motivation individuels. C'est-à-dire qu'on arrive avec un certain nombre de bonnes pratiques qu'on n'invente pas, on sait qu'elles marchent ailleurs, on a de légitimité, on accompagne, etc. Mais on est quand même toujours sur des notions de transverse et on sait tous que la réalité, elle est complètement différente. Et du coup, là, tout l'enjeu, c'est que chacun à son poste, du coup, identifie, cherche de rendre plus de valeur aux collaborateurs, voit comment lui, il peut agir déjà à son niveau pour le faire, et quand c'est pas le cas, puisse activer toute une chaîne d'appui qui, au fur et à mesure, sera capable de nous rendre plus performants. Alors, attends, sur ce Donc ça, c'est point, une nouvelle aventure intéressante. sur ce point, euh, donc, si on reprend la logique quarter, c'est Oui. forcer à avoir une discussion entre la tech et les métiers qui, dans une entreprise comme qui met en place le quarter plan, considèrent que c'est les métiers qui ont la voix du client parce qu'ils parlent en continu avec eux et qui connaissent les choses. C'est à un moment donné, tu vois, moi, je suis le CEO d'Ersas, je parle tout le temps avec mes clients. En fait, même si on a j'ai un CPO qui est trop bien, les feedbacks clients, la majorité, genre, c'est moi et mes équipes sales qui les ont et pas le produit, même si tu en as. Et tu as beau faire autant de discovery que tu veux. En fait, tu vas pouvoir faire de la discovery, mais par contre, au terrain, quand tu mets en place un produit, etc., tu as énormément. Donc, il y a une question de qui a la voix du client. Et dans l'entreprise, c'est pas évident. Oui. Et toi, ce que tu Non, dis, c'est toujours compliqué. Oui. et toi, ce que tu dis, c'est que même dans l'organisation que vous avez mis en place post-quarter, il y a quand même une question de… parce que souvent, dans les équipes produits, ce qu'on voit, c'est que les PO, ce que tu veux, ils ont envie d'incarner la voix du client avec, tu sais, le discovery. Ce qui, je trouve, en fait, crée une grosse tension avec les équipes qui sont au contact du client, qui peuvent, en fait, se dire, mais en fait, les gars, vous êtes en train de faire n'importe quoi parce que, en fait, tu sais pas l'arrêté du client et tu as fait 10 calls et moi, ça fait un an, je fais 100 fois ça. Donc, il y a une question de qui est en relation et j'ai l'impression que ce que tu as avec le lean, c'est de dire ce problème est un problème principal de l'organisation qui ne peut pas être, c'est pas un quarter what qui peut être, et c'est comment on arrive à faire en sorte que le client soit partout, tout le temps, pour tout le monde, et qu'il n'y ait plus une typologie d'équipe qui a un ascendant ou un leadership sur ça. J'ai l'impression que c'est ce que… Il y a un peu de ça. Alors sur ce que tu évoques entre métier et produit, avant de répondre à ta question, je vais rajouter une dimension. C'est que il peut arriver, et c'est peut-être pas ton cas, mais que les sales, en fait, effectivement, ils ont la vision. Mais le client, c'est pas forcément celui qui utilise. Et donc, les clients, ils ont des attentes particulières qui peuvent ne pas être forcément exactement ce dont a besoin leur propre utilisateur dans leur organisation ou les gens à qui ils vont vendre le produit. Et l'enjeu d'ailleurs des designers, mais aussi du product people, c'est de réussir aussi à faire entendre la voix des utilisateurs, notamment, et de comprendre les enjeux business par rapport aux clients
d'arriver à faire une espèce de trade-off complet avec effectivement, il faut qu'il soit à l'écoute du besoin du business, hein, et donc des clients parce que sinon l'entreprise, peut pas atteindre ses objectifs. Sans client, pardon, il y a peu d'entreprises qui arrivent à passer quelques années. Ne casse pas le matériel. Non, ouais, j'ai essayé d'éviter. Mais pour autant, si in fine, ceux qui utilisent l'entreprise client ne sont pas convaincus rendus par le produit parce qu'il n'est pas adapté à leur vrai contexte, que ne connaissent pas toujours bien les acheteurs, ça marche pas. Donc, Et en même temps, c'est il faut faire attention. Il y a deux typologies de discovery. Il y a le discovery ouais, pain de l'acheteur et de sa volonté par rapport à son business, etc. Et ça, c'est plus la partie exactement. sales. Mais que si on écoute que cette voie-là, on fait des produits dégueux qui ne sont pas utilisés parce que l'utilisateur est oublié. Donc, en gros, C'est un déjà, grand on risque. on a deux endroits qui sont des gens qui font de la discovery et qui, en gros, qui sont pas la même. Et donc, du Exactement. coup, c'est Et ça puis après, il y a ce que on va dire l'entreprise est capable de produire comme produit, de maintenir et du coup de livrer sur le marché. Et le product management, il est au milieu de ça. Il est au milieu des besoins clients, qui arrivent par les sales, des besoins utilisateurs qui normalement devraient lui arriver soit par de la disco qui est faite en amont par des researchers, mais aussi par toutes les stades d'usage du produit et par tous les retours des utilisateurs et des contraintes / opportunités de la tech ou de qui que ce soit qui produit, si c'est une usine, le produit lui-même. Et ces trade-off là, c'est leur rôle en fait, c'est leur enjeu. Donc effectivement, il faut qu'ils soient à l'écoute de tout. Il faut qu'on arrive à du coup, idéalement, le product management à faire comprendre à chacune des sphères et notamment aux produits à la tech, enfin à la tech et les enjeux clients, produits et aussi aux sales, les enjeux utilisateurs. Parce qu'effectivement, il y a des fois où, et parce que les sales peuvent aussi apporter, ces informations-là à leurs acheteurs des fois en disant: «Effectivement, vous avez, ces enjeux, vous, d'entreprise et nous, on connaît bien les utilisateurs et on a telle et telle fonctionnalité que vous demandez peut-être pas parce que vous n'avez pas l'habitude de l'acheter avec vos fournisseurs d'avant, qui sont pas sur le marché, mais nous, on sait que ça va faire une vraie différence sur le terrain dans votre entreprise». Donc on a ces enjeux-là. Ce que nous amène le lean, c'est une vision intéressante des clients, des partenaires, des utilisateurs, hem, alors c'est assez contre-intuitif en tout cas, c'est qu'en fait, on essaye de ne plus regarder des des cohortes, je vais dire ça comme ça, Ouais, des typologies, des personas, mais de regarder un cas, une personne, une situation et d'essayer d'apprendre, sur ce que les comment dire? Les besoins de nos clients ou les besoins de nos utilisateurs, interaction par interaction, OK. en regardant spécifiquement. Donc par exemple, on va avoir tendance classiquement, qu'on fasse je vais partir plutôt sur du produit, mais ce serait pareil sur du sales en regardant les clients, de se dire: «Bon, bah, on a cette typologie de persona très macro, heu, je vais faire de la disco globale, je vais en tirer des enseignements globaux et on va faire des features qui répondent à cette catégorie-là de besoins» et ça, c'est très bien. Et puis après, on a des retours, hein, qui sont des retours des clients spécifiques qui ont tel et tel problème et souvent on se dit: «Bon, bah, de toute façon, cette personne-là, elle a ce retour, ça peut être un bug. Bon, bah, très bien, on peut corriger le bug». On peut avoir, un utilisateur qui lui exprime un besoin, différent, mais souvent on va essayer de ramener la résolution à un cas général et retraiter éventuellement une feature pour tout le monde et cetera. Là, ce qu'on nous dit, c'est: «Regardez vraiment précisément ce cas et comment vous pouvez apporter de la valeur à cette personne. Allez creuser les raisons pour lesquelles, la valeur n'a pas été apportée et vous allez apprendre plus que si vous allez tout de suite sur des cas généraux pour vous rapprocher à de l'expérience globale» et ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, quand on refuse d'aller dans la généralité et quand on regarde vraiment précisément le cas d'une personne, effectivement, on apprend, des choses un peu plus précises. Donc après, il faut faire le va-et-vient parce qu'on peut pas livrer un produit pour chacune des personnes et cetera. Frankenstein. Mais obliger tout le monde à aller regarder plus dans détail des choses qu'on avait un peu globalisées, où on se dit: «Bon, bah, je sais à peu près ce que veulent ce type de clients» et cetera. C'est vraiment transformateur. Donc, tu dis Hem, 2 choses là. Tu dis, donc tu disais dans la ligne apporte 2 choses. Tu sais, tu parlais sur, mmh, sur la partie, client et après on parlera sur la partie système interne. On continue sur un peu oui, client. très bien. En gros, tu dis, déjà comment, les clients,
sont tout le temps dans l'entreprise et pas pris par deux typologies de personnes ou par des groupes de personnes qui sont tout à fait tu vois, légitimes. Mais en fait, comment rendre tout le monde est au cœur avec les clients, ça, c'est un premier truc. Moi, ça me fait penser à des startups comme Penny Lane ou autres qui ont en fait des comptables en interne parce que c'est des utilisateurs qui utilisent tu vois, c'est des utilisateurs et c'est les mêmes. Et en fait, tu vois, je me dis, en fait, ce que tu dis, l'extrême pourrait être que dans chaque service, etc., tes clients qui sont là pendant des mois, ou tu ailles chez eux, ou tu ailles bosser toi à côté de ce qu'ils font. Le lean pourrait être si on fait des plateformes pour les transporteurs, ben en fait, on va chez les transporteurs et on travaille là-bas. À un moment donné, comme ça, on comprend ce qu'ils font, on comprend, on voit les choses. Ça, En tout cas, alors, aller jusqu'à travailler là-bas, je sais pas, mais en tout cas, aller voir exactement l'endroit où on est censé produire de la valeur Ouais. unitairement, pas par rapport à des rapports, etc., mais aller voir Mais physiquement. vivre l'expérience en continu et pas juste généraliser le truc. Voilà. C'est au cœur effectivement du lean qu'on est en train de commencer à appréhender et à essayer de faire fonctionner dans notre entreprise. Et du coup, ça s'appelle, sans prendre beaucoup de mots japonais, mais c'est le sujet du Gemba. On en entend parler souvent quand on commence à écouter des choses sur le lean. Et le Gemba, c'est là où ça se passe. Et donc du coup, ça veut dire que, en fait, ça nous concerne, nous, Nalial, de nous dire: «Bon, arrêtez de regarder des rapports, des reportings qui vous remontent et qui finalement sont des agrégats et finissent par vous amener de l'information et de la connaissance généralisée, globalisée, thématisée». Ouais. Et au lieu de faire, alors continuez à faire ça parce que les tendances sont importantes, mais gardez et remettez le poids du corps sur aller voir exactement ce qui se passe là où ça se passe. Donc là où les gens travaillent et là où les clients et les consommateurs consomment votre produit. Mais Alors comment ça, si ça tu se veux, Oui, vas-y. c'est vrai dans la partie produit, mais tu vois, par exemple, sur la partie RH, un directeur qui regarde les rapports, fait les réunions mensuelles ou trimestrielles de suivi, mais qui va pas s'asseoir à côté de un tel toutes les semaines et qui tourne pas comme ça, ne prend jamais le pouls réel de ses équipes Exactement. et hors sol, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vivre dans le reporting et dans les tendances et des rituels importants, mais qui sont conformes, ne te donne pas le pouls réel de ce qui se passe aujourd'hui. Et avant que tu le vois arriver sur les tendances, ça sera déjà trop tard. Donc, Et du coup, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça. Et pourtant, on a vite tendance au milieu de toutes les réunions, et cetera, même si on Bien sait sûr. qu'en fait, il faudrait aller s'asseoir à côté de nos collaborateurs pour comprendre au quotidien ce qu'ils font. Il y a quand même très peu de gens qui le font dans la ligne Ouais, managériale. bah, Et c'est un ça, c'est une investissement vraie aussi. C'est un c'est un investissement investissement. non productif qui, tu Alors vois, sur le moment où tu le fais, où exactement. ou si ton seul objectif, c'est d'en trouver des généralités et pas de comprendre des routes causes ou des trucs, des déclics, en fait, tu peux le faire différemment. Si ton Voilà. objectif d'ailleurs, c'est pour avoir des généralités, ben, en fait, c'est plutôt le rapport que tu veux le faire. Alors que quand tu vas voir les gens, ton but, c'est de comprendre la spécificité, l'élément déclencheur qui fait que, pour que toi, tu comprennes, en fait, comment l'intégrer globalement. J'ai l'impression que c'est pas la même approche. Exactement. Donc il y a vraiment, et donc on est en train de découvrir ça, hein, un, un système qui du coup aujourd'hui très souvent, du et on apporte des choses en tant que manager par rapport à des décisions qu'on prend sur des infos globalisées et peut-être un tout petit peu un peu plus local, mais en tout cas, on se contente souvent d'infos globalisées et finalement des équipes qui essayent de mettre en œuvre ce qu'on leur demande dans un contexte qu'on n'est pas allé voir concrètement, réellement, et qui font avec, du coup, des procédures, des choses qu'on leur donne, aussi bien qu'elles peuvent, pour faire, voilà, pour être le salarié que l'entreprise leur demande. Le travail qu'on fait là avec les lignes qu'on commence à faire, c'est de dire: «En fait, vous allez voir régulièrement, très régulièrement, ce qui se passe sur le terrain», que ça soit, la prise en main par les utilisateurs, les clients, mais aussi beaucoup par les collaborateurs au moment où ils font le geste, pour comprendre en fait, ce que notre empilement de stratégies, de process, de demandes donne personne par personne, presque équipe Mmh. par équipe. Et du coup, le temps, dans quelles conditions on les met pour qu'elles puissent produire la valeur attendue par nos utilisateurs et nos clients. J'ai Et aller une voir réflexion ça sur très, ça, très tu ne comprends régulièrement. pas un truc, c'est que ça va Ouais. à l'encontre quand même d'une thématique très forte de dire: «Vas-y les boîtes, prenez des décisions à l'arrache, il faut être data driven». Donc la data apporte des solutions et donc du coup, en fait, Oui. aujourd'hui, la majorité des boîtes ne le sont pas.
Donc, vous l'êtes, School, vous êtes méga data-driven. Et donc, du coup, maintenant qu'on a fait ça et ça apporte déjà plein de lots de compréhension, etc., ça, c'est pas une fin en soi. Il faut aller chercher l'individualité de manière fréquente et récurrente de tout le monde. Sinon, on va devenir sur un truc que macro. Et est-ce que tu penses que, du coup, les boîtes, avant d'être data-driven, elles peuvent sauter la passe data-driven et aller directement sur les cas spécifiques? Ou est-ce que c'est une… J'aurais pas la prétention de savoir répondre à cette question-là. C'était pas un piège. Mais je pense qu'il faudrait la poser aux gens qui nous accompagnent aujourd'hui dans ce chemin vers le lean, parce qu'ils ont accompagné beaucoup de sociétés. J'aurais tendance à dire que ça doit pas être un prérequis, puisque le lean, c'est Toyota déjà d'il y a très longtemps, à une époque où on traitait pas toutes ces données-là, et où effectivement l'enjeu il est vraiment de comprendre quelle est la valeur attendue par le client sur des choses très spécifiques, et de comprendre comment on met les personnes dans les bonnes conditions pour qu'elles puissent faire à leur poste le livrable, le geste optimal pour que la valeur aille jusqu'au client. Et donc je pense que ça se fait sans data, que ça peut se faire dans les entreprises très artisanales, comme dans des entreprises très tech, et à tous les types de postes. Tu parlais de la fonction RH. Aujourd'hui, on commence doucement, hein, parce que c'est vraiment des phases d'appropriation, et puis il faut que ça soit tout soutenu par la ligne managériale. Donc, il faut qu'on comprenne aussi, nous, de quoi il s'agit. Donc, on est tous en train d'apprendre à regarder les choses différemment, à bouger, du coup, aussi nos agendas par rapport au temps, etc. Puis à comprendre comment accompagner les équipes dans ce qu'on leur demande d'aller regarder des problèmes unitaires pour réussir à comprendre où se crée la valeur et où on la détruit, finalement, dans notre système. Mais du coup, ça fonctionne aussi très bien côté RH, parce qu'ils produisent de la valeur. Alors, ils la produisent pour nous en interne, mais on est les clients chacun de la fonction RH. Et dans leur façon de produire cette valeur-là, ils comprennent plus ou moins ce que nous, on attend, et leur système est plus ou moins optimisé et même facile pour eux pour nous livrer cette valeur. Donc, ce travail-là, il est, je pense qu'il fonctionne dans n'importe quel type d'entreprise, pour lui permettre de continuer à améliorer son système, où qu'elle soit dans sa maturité. Un des raccourcis que je vois aussi que les boîtes font et qui fonctionnent, tu vois, qui abordent un peu cette problématique-là, mais pas dans la totalité que ça, mais qui tacle un peu cette problématique-là, c'est quand tu développes un service que tes salariés, tes collaborateurs utilisent aussi en perso ou en privé. Tu vois, par exemple, tu fais un outil SaaS de spend management à la Spendesk, tous les gars de Spendesk utilisent ça. Donc, en fait, les retours d'expérience utilisateur sont déjà diffusés. Alors après, ça crée d'autres problèmes parce que c'est une typologie d'utilisateur, tu vois, c'est que des 30-35 ans, donc tous des gens et tout. Mais il y a une voix d'utilisateur qui est déjà là sur un segment. Et ensuite, la question, c'est comment tu as d'autres segments ou autres. Donc, sur ce côté Eat Your Own Food, de faire rentrer le client dans les salariés. Donc, c'est intéressant. Je trouve, tu vois, qu'il y a des manières qui l'ont abordé, pas de manière globale, mais qui ont apporté de la solution. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on fait aussi, qui était pas aussi diffusé et qu'on commence à diffuser de plus en plus, donc dans cette impulsion lean, c'est d'avoir des remontées clients, donc et qu'on les partage beaucoup plus largement dans l'entreprise et beaucoup plus régulièrement, et notamment qu'elles soient partagées toutes les semaines dans les comités de direction. La voix du client. Que la voix du client, elle est toujours la là. voix du client. Comme Jeff Bezos qui a son membre vide, sa chaise vide du client dans son board pour dire lui qu'est-ce qu'il dirait, etc. Pour se forcer à toujours être dans cette dynamique-là. Exactement. Mais sur des cas très précis, pour comprendre ce que vivent certains de nos clients très concrètement. Donc, on est passé à regarder des NPS. Alors, évidemment, ils disparaissent pas, des NPS. Ils existent. C'est la direction globale. Mais à regarder aussi toutes les semaines des retours clients très précis. Donc, ce qui s'est passé du coup au service de la relation client. Donc, des audios qui sont enregistrés de certaines discussions, ou des transcripts, comment ça se voit dans nos tickets, parce qu'évidemment, tout ça est tracé dans des tickets. Et donc, du coup, chaque comité de direction, chaque semaine, on prend un ou deux et finalement se confronte. Alors évidemment, les gens qui nous contactent, c'est comme toujours, c'est ceux qui ont eu des difficultés. Et on se confronte aux choses des fois ubuesques qu'on fait vivre à nos clients malgré toute notre bonne volonté, nos engagements, les heures qu'on fait, etc. Et ça oriente le regard un petit peu différemment de l'ensemble de l'entreprise, et ça infuse petit à petit. Alors côté tech, par exemple, nous, on va regarder les retours de nos clients internes.
Donc, soit les gens à qui on fournit des ordinateurs, soit entre équipes IT métier et IT tech. On regarde des fois des tickets là dernièrement qui sont suivis sur lesquels il y a je ne sais combien de rebonds et on regarde ce que se disent les gens, comment ça passe d'un côté et de l'autre. Et en fait, quand on est vraiment très honnête, on se dit: «Nous avons créé le système dans lequel les gens finissent à faire des fautes sur ça». Ce système, alléger le système, tu veux dire. Mais juste à j'ai un truc sur la question de, tu sais, la voix du client. J'avais, Oui. je sais plus si c'était vu ou lu l'anecdote, ça. Antoine Martin qui était, qui est le fondateur de Zenly, qui a revendu. Donc ils étaient à Paris et lui, il avait un McDo en bas de ses locaux, tu vois, dans la rue, et il descendait Oui. dans le McDo et il allait dans la file et il disait tous les jours entre midi et deux, il offrait le McDo à une personne et il faisait installer Zenly et il la regardait faire. Ouais, je trouve. Et il disait: «C'est ma meilleure, user, expérience sur la recherche», juste en disant, et c'était super malin, tu vois? C'était B2C, tout le Oui. monde le faisait et il revenait, les équipes les regardaient et quand ils étaient sur le flow, qui est très critique en B2C de: «Je comprends l'app, tu vois? J'ai des paramètres techniques qui sont chiants, le truc qui pop, Oui. l'autorisation du son qui est pété, nanana». En fait, ils voyaient tout et ça tous les jours, et je trouve ça, et tu vois? C'est les CEO, et en fait, je me dis, c'est et la dimension client dans les apps B2C, tu vois, elle est beaucoup plus forte que dans les SaaS B2B, et même les SaaS B2C, tu vois, en mode, tu vois, le e-commerce, mais une app, le truc qui doit être super fluide, c'est léché, et cetera. J'ai l'impression que cette proximité client, c'est des équipes ou des typologies de structures qui sont déjà, et c'est aussi ce qu'on disait, c'est qu'ils sont souvent utilisateurs de leurs propres produits. Ce qui amène des biais parce qu'on finit par plus voir exactement notamment les premiers utilisateurs, ce qu'ils vivent. Ouais. Et ça, c'est aussi des choses clés sur des De fou. produits. C'est et quand on est Refaire installé les depuis faux longtemps. d'onboarding, tous les mois, refaire onboarding, refaire le sign up avec, et là tu dis: «Waouh, c'est what the fuck ce truc, on demande ça, on n'a pas changé ça, on comprend plus». Ça, c'est, ouais, ça fait. Donc voilà, donc c'est par ce biais-là qu'on est en train, alors on n'était pas de passer des caps, ou en tout cas on a la conviction que ça va nous faire passer encore des caps supplémentaires en termes de performance et de valeur amenée à nos clients et à nos utilisateurs. Et c'est clé hein, pour nous. Hein. On est une entreprise qui se base sur des marchés très concurrentiels, Ouais, très 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 concurrentiel. Vous avez quoi? concurrentiels. Miracle en face de vous, sur la plateforme B2B? Alors, exactement, sur la plateforme B2B, on a Miracle. Sur la logistique, il y a d'autres logisticiens. Ouais, vous y vous choisissez Un certain nombre. des bons concurrents quand vous allez sur un marché, c'est bien. C'est Oui, oui, mais c'est un marché, voilà, c'est notre cœur de métier. On sait travailler sur ce marché-là. Nos résultats montrent qu'on a de l'expertise. Après, on peut pas s'arrêter à aucun moment. Mais l'expérience, Heu, la forte concurrence vous pousse à être excellent dans votre compréhension du besoin client, que ce soit en business, en user, parce que sinon, vite, vous pouvez vous faire dépasser parce que vous êtes parti dans une mauvaise direction. Ce côté, en fait, c'est des marchés, j'ai l'impression que plus ton marché il est concurrentiel et où les verrous pour que les clients changent sont rapides, etc., plus en fait, tu peux pas te tromper pendant 18 mois parce que sinon, tu le payes cash. Alors qu'il y a plein de gens Exactement. dans leur boîte, ils ont quand même des cycles business de rente, tu vois? Parce que ça prend du temps, et Oui, oui, cetera, oui. et Ça c'est dans existe. ce genre de monde-là, On c'est a pas ça, quoi. non, voilà. Ça pique, Et puis, et on est dans un marché, alors comme plein d'autres, hein, mais qui est, très technologique. Et donc, en plus de la concurrence sur la partie business, on a, des concurrents, qui en ont des moyens aussi pour, suivre les développements tech. Bon, IA, data et cetera, ouais, sur lequel il faut qu'on suive, et sur lequel on suit et sur lequel du coup, tout ce qui peut nous permettre d'être efficient. plus précis sur c'est quoi la valeur qui attend pour pas se tromper et pas perdre d'énergie sur des endroits où on touchera pas, l'attente des clients et des utilisateurs, et puis sur notre système pour qu'il soit le plus, facile Ouais. pour nos collaborateurs internes, c'est, des choses gagnées. D'où vraiment, l'enjeu, de cette nouvelle, façon de travailler qu'on est en Mmh. train d'apprendre, via le lean management,
Tu parlais aussi de que ça a interrogé votre propre système interne, du coup, je t'en parle là aussi. Exactement. Typiquement, c'est donc, qu'on le veuille ou non, plus le temps et les gens font que les process et les normes ne peuvent que s'empiler. C'est très rare de les dégraisser ou de les enlever, quoi. Oui, c'est comme dans les produits. C'est rare qu'on enlève des features. Ouais, c'est très rare. D'en avoir des produits dans C'est lesquels peu on de ouf, on en a une fois, on a enlevé ça, tu vois? c'est Mais ça. hop, Et j'avais c'est un pareil sur les exemple process. sur les notes de frais. La façon dont une entreprise gère ses notes de frais révèle fortement sa capacité bureaucratique. Donc, tu as des gens, une C'est note de frais, intéressant. il y a des équipes entières qui le regardent, il y a des gens qui te permettent pas de le faire, il y a des gens qui te payent 6 mois après les autres, 6 mois tes notes de frais, machin. Et tu as des gens qui disent, bah, en fait, nous, c'est sur la confiance, et on va regarder les montants par personne et on va prendre tous les mois 10% ou 5% au hasard les trucs. Et par contre, si tu as une erreur dessus, tu es out. Tu vois, en mode, c'est mort. Et en fait, du coup, des processus malins qui font entre confiance contrôle, tu vois. Mais en même temps, et en fait, c'est rare que ça soit comme ça parce qu'on est très noir ou blanc, on contrôle tout, machin et tout ça. Et j'ai l'impression que Oui, c'est à on tous n'est les étages, pas sur tout, et ça crée un bruit de dingue. mmh, exactement. Et il y a toujours de très bonnes raisons, hein, pour lesquelles le process, il finit par être ce process-là. Et même et ça, c'est un grand classique, hein, mais même quand on demande à des gens qui se plaignent de l'administratif dans lequel ils vivent, de régler une situation qui a posé problème entre une ou 2 équipes, systématiquement, elles vont poser un process. C'est on ne sait pas enfin, c'est très difficile de traiter autrement, Mais du les coup, choses. On va dire: créer «Ah leur bah». culture. Mais en fait, moi, je pense que c'est pas une question de pas créer un process. C'est créer un process adapté avec un niveau. Parce qu'en fait, c'est le niveau de process qui est pas le bon. Que tu une Exactement. formalisation Ouais, de la tu as manière de traiter un sujet, ça reste quand même quelque chose de collectif. Si on a chacun c'est compliqué. Par contre, c'est le niveau de bêtise qu'on y met dans une culture, des fois d'ingénieur. Tout doit être carré, précis, exactement, parce et que tu vois le voilà. truc machin, ou de peur, contrôle fric, on doit tout vérifier, et cetera. De prise de risque, si on se fait contrôler sur ça et qu'on prend une amende, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on préfère prendre l'amende parce qu'on considère que, bah, cet encadrement, il est abusé, tu vois? Non, mais c'est aussi notre Et relation aux aussi normes. c'est ouais, exactement, il y a tous ces enjeux-là et effectivement, c'est très difficile de quand une entreprise ça faisait plusieurs années côté tech, on se disait on avait quand même des retours de gens qui nous disaient: «Non mais c'est trop compliqué en fait, avant de pouvoir travailler, je dois faire trop de choses qui produisent pas de valeur». On le savait, mais c'était très difficile à appréhender. En fait, on trouvait pas la façon dans laquelle on appréhendait. On avait fait quelques fois de dire: «Bon, bah, on va simplifier ce process, on met des gens pour le simplifier». Ouais, à la fin, est-ce qu'il était vraiment plus simple, la nouvelle version? C'était quand même et puis ça avait pris beaucoup de temps, ça du coup, on savait pas trop, quel fil tirer. Même si on est au tout début là de notre voyage Lean, clairement il y a du potentiel et on sent des choses et de la même façon que d'aller voir, plus précisément les retours clients unitairement, de se pencher dessus, que la ligne managériale aille voir les équipes très régulièrement, leur demande de montrer OK, quel a été q dites-nous, dans la semaine, qui vient de se passer, quelque chose qui s'est pas passé comme vous voudriez ou qui a été compliqué à faire et expliquez-nous. Et alors, si je prends l'exemple de la tech, en fait, on demande à ouvrir le ticket Jira, on demande à aller dans le code, on demande à la personne de nous montrer ce qui s'est passé, de nous montrer là où elle était bloquée, pour comprendre vraiment et vraiment sentir, en fait, dans quelles conditions nos collaborateurs travaillent et et pouvoir, du coup, avoir des discussions un peu plus éclairées quand on prend des décisions, qui impactent l'ensemble de l'entreprise. Mais aussi d'aller aider le collaborateur à régler le problème sur lequel il a buté, qu'il a dû contourner. Et ce qui est incroyable, c'est de voir aussi que finalement tous, hein, on le fait tous, on s'habitue aux contraintes qu'on nous donne. On finit même des fois par être assez fiers de réussir non, mais de les respecter, de le faire vite, d'avoir acquis de la compétence à fonctionner dans le système, kafkaïen dans lequel on nous a mis. Et du coup, c'est des fois, on se dit même plus que c'est un problème et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui connaisse pas notre métier dans le détail, qui arrive ou qui s'est fait une idée de la façon dont on travaille et qui dit: «Mais attends, pourquoi tu fais ça?» «Ah ben parce qu'il y a ça et puis je dois faire ci, puis» et là, on se dit: «Non mais et du coup, est-ce que tu sais pourquoi on te demande telle étape-là?» «Ah non». Mais Est-ce challenger que un tu sais à qui processus, c'est ça très sert de politique, mettre hein. cette donnée?
Changer un processus, donc changer un processus, c'est très politique, hein. Et donc, du coup, ça Oui. touche à des choses où l'organisation, elle n'a pas c'est très difficile de le changer. Tu vois, par exemple, nous, quand on reçoit, enfin, nous, on a plein de prospects qui viennent nous voir ou autre en échange. Et en fait, c'est très simple. Les gens à qui on ne peut pas changer leur processus et qui veulent digitaliser un processus existant, on ne peut jamais travailler avec eux parce que, Oui. en fait, Ouais. si leur processus, il y a plein de trucs qui sont pétés. Et nous, on fait un Mmh. produit où, tu vois, il est paramétrable, mais il a des opinions. Tu vois, il veut pas, sinon il serait dégueulasse, tu vois, il fait la patte. Et donc du coup, si tu challenges pas, tu vois, en fait, du coup, tu as des outils qui sont usines à gaz où le taux d'adoption des utilisateurs est très faible parce qu'en fait, Mmh. même si, les acheteurs voulaient tout, complexité et cetera, les utilisateurs, eux, vont pas le faire. Et donc du coup, ce côté challenge d'un processus, c'est politique et en interne, beaucoup de fois, c'est pas clair de comment on est capable collectivement de le faire et je pense que de dire dans une organisation comme la vôtre, en fait, on crée cette face on va créer cette façon de challenger nos façons de travailler sur l'ensemble des périmètres pour, réduire la bureaucratie ou les choses un peu idiotes qu'on aurait pu, s'accoutumer et cetera. Ça libère aussi une discussion de changer Exactement. Oui. et c'est Ça libère beaucoup de choses parce que alors on est loin d'avoir, fini le on va se chemin. reparler dans un an, on se reparle. Mais exactement, avec plaisir. Mais ce qu'on voit déjà au début, c'est perturbant, hein, parce qu'on va voir les équipes qui ne nous voient pas très régulièrement et en plus, on y va à plusieurs. On leur demande de montrer de près. Ouais. C'est pas c'est c'est Ça pas peut être facile. un Donc ça peut être un peu lourd, ouais. faut expliquer pourquoi. Au début, bah, comme voilà, on prend un peu de temps à comprendre les difficultés précises des gens à tel moment de leur travail et cetera. Et puis après, tout l'enjeu, c'est une fois qu'elles nous ont montré les difficultés dans lesquelles elles sont, on en prend une, parce qu'évidemment, si on commence à tirer, on se retrouve avec des backlogs comme ça et on se dit: «En fait, on va fermer ça et on va passer à autre chose, c'est pas possible». De se dire, bah, d'avoir la conviction que même si on prend qu'un tout petit truc, qu'on l'améliore, ça a de la valeur. Et donc quand on prend des choses plus unitaires, on se dit: «Dans ce cas-là, cette personne-là, elle est bloquée par le process dont je ne sais trop qui est honneur» et qu'on aille voir cette personne-là en lui disant: «Je te demande pas de changer tout ton process qui te permet à toi de travailler, de faire ce qu'on te demande, d'atteindre tes objectifs. Je te demande juste de voir comment sur ce cas-là très précis, on peut faire un peu différemment pour que telle personne soit, débloquée et puisse avancer». Et la discussion, elle est complètement différente. Parce que là, du coup, on peut rouvrir la créativité des gens, même s'ils sont pas dans la même endroit et déjà, nous, on comprend aussi, du coup, pourquoi l'autre, il a mis ce process-là, parce qu'il a certainement des bonnes raisons pour avoir mis quelque chose qui bloque un peu quelqu'un d'autre, par rapport à son contexte et on est dans une logique, pas on va tout casser demain. C'est juste, on Bien sûr. regarde chaque cas, on voit comment on peut l'améliorer. Peut-être qu'on aura amélioré que ce cas-là parce que c'est trop compliqué de changer le process, mais au moins ça, c'est plus facile. Et puis si jamais on se rend compte, parce que ça arrive, que finalement plus personne sait pourquoi on est obligé de faire ça ou que ceux qui ont mis ce process-là, ils savaient pas qu'il y avait cette situation-là, mais qu'en fait, il suffit qu'ils changent 2 trucs chez eux pour que ça soit réglé, bah, on va avoir gagné. Et ça, c'est vraiment par contre, ce qui est difficile, c'est qu'on se dit: «Ça a vraiment du potentiel», sauf que comme tu y vas problème par petit Ouais, ça peut problème, être très lent et équipe par équipe, il faut accepter et ça, c'est pas dans notre ADN, de la lenteur. que ça va prendre du temps et que c'est pas quelque Mais chose qu'on déploie avec tout le monde et qu'on lance tout le rentrer dans la monde parce que politique, sinon voilà. sans vouloir rentrer dans la politique, mais l'excès de normes, tu vois, qu'on a dans tous les pays, parce que ça fait un siècle ou 50 ans qu'on additionne, et cetera. En fait, Mmh. il y a un risque aujourd'hui où se dire, est-ce qu'on va être capable dans un temps plutôt court, parce qu'on va pas mettre un siècle à le faire, à détricoter plein de trucs complètement débiles que le numérique peut Mmh. faire? Ou est-ce qu'on continue à digitaliser des processus pétés? Ou est-ce que il va y avoir à un moment donné, la méthode dure et violente qui a été faite par exemple Musk sur Twitter, c'est tu vires, que 50 des gens, Ouais. là, ça fait sauter énormément de process et tu reconstruis. Et ce côté un peu, tu vois, et que c'est pas le chose, mais il y a vraiment une question de Mmh. rapidité, de la capacité de faire, et qui est pas évidente, hein. Si tu dis, en fait, là, le système, ça y est, c'est ankylosé en termes de processus, est-ce Mmh. qu'on est capable de le challenger? C'est vraiment pas évident. Non, c'est pas évident. Après, c'est sûr que quand on choisit et en tout cas, c'est pas du tout notre choix, Ouais, de je tout pense. casser pour recommencer, on a quand même de grandes chances de recommencer à faire la même chose parce qu'en fait, quand on casse tout,
on va recommencer avec les mêmes méthodes qu'avant et on aboutira quand même, grande chance, avec les mêmes résultats. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à faire autrement. Ouais. Et pour apprendre à faire autrement, si on casse tout, on sera obligé de mettre les mains partout pour arrêter tous les problèmes qui vont arriver forcément. Alors que si on se dit, OK, on fait à une échelle qu'on est capable de maîtriser, mais en cherchant à apprendre réellement et à du coup ne pas reproduire ce qui nous a amené là, en tout cas à long terme. À long euh, terme, ça peut payer. Mais à tu es long plus terme, sur, c'est t'es plus sur une logique d'éducation. Vous êtes dans une et logique vraiment, d'éducation. oui, Et on va prendre le temps d'y arriver. Et je pense qu'il va y avoir des exactement. organisations qui vont dire, en fait, non, mais on va enlever de la masse salariale parce que en enlevant la masse salariale, on va enlever des process et on va recréer des processus petit à petit, mais sur beaucoup moins de trucs. Mais il n'y aura pas eu la raison fondamentale d'un apprentissage. Et je pense qu'il Oui, y a vraiment, je pense que ça, je suis assez confiant sur le fait qu'il y a vraiment ces deux dynamiques-là qui vont arriver. Parce qu'en fait, ce degré d'inefficience via des processus lourdingues, en fait, par exemple, souvent au siège, par exemple, quand tu as des entreprises où tu as des sièges importants et plein de production, etc., c'est un vrai problème. Mais bon, passons. Ce oui. n'était pas l'objectif, mais c'est. Mais non, en tout cas, effectivement, on verra certainement beaucoup de choses sur le marché. En tout cas, nous, c'est pas du tout notre axe. Et il y a une raison aussi, hein, qui est nos collaborateurs, en fait, ils ont des connaissances qu'on n'a pas. Ils ont une connaissance terrain qu'on n'a pas et qu'on veut garder, en fait. Et en fait, ce qu'on veut, c'est activer des leviers pour avoir plus de valeur. Et on pense que ça se fera, euh, comment dire, people par people, équipe par Individu par équipe. individu, hein. Exactement, et avec comment dire, une attention et un regard qu'on demande à notre ligne managériale qui euh, doit changer d'une certaine façon. Je sais qu'il y a du challenge aussi là-dessus. Oui, oui, il y en a vraiment, de se dire, en fait, évidemment, j'ai besoin de construire, et c'est aussi notre rôle, une vision Ah, stratégique ou tactique, mais enfin, en tout cas, globalisée. Mais je dois en permanence d'être être dans ancré l'individualité, dans le détail de dans le chaque détail et faire cet effort d'aller-retour entre gros. du détail, du global, et amener du coup l'autre avantage aussi d'aller plus voir les équipes, c'est aussi du coup leur amener aussi plus de sens. Ouais, Parce que quand on explique pourquoi on va préférer orienter, sur tel type de problème, parce qu'elles en ont plein et on les prendra pas tous, ou tel autre type, parce que ça c'est lié à la stratégie de l'entreprise. Donc on va aussi aller regarder là où on peut améliorer, les endroits, et aller comprendre pourquoi sur certains de nos objectifs vraiment stratégiques d'entreprise, on a un chemin à faire entre notre situation et la situation future. Au lieu de demander plein de rapports, on va aller sur le terrain, là où on se dit que finalement l'écart de valeur par rapport à ou le surplus de valeur dont on a besoin pour nos objectifs, va être créé. Allons voir avec ces équipes-là, finalement, ce qu'elles vivent, ce qui les empêche de produire plus de valeur, et voir comment on peut les aider. Et donc, voilà, c'est aussi une façon de refaire un lien vraiment opérant entre la stratégie de l'entreprise, le terrain, la stratégie de l'entreprise, en étant très maillé au vécu de nos clients utilisateurs et de nos collaborateurs. Et ça, effectivement, c'est la ligne managériale qui doit se transformer. Mais C'est un sujet qu'on n'avait pas attaqué jusqu'à présent. non, non, mais c'est cool. Mais après, on va finir l'épisode. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi très lié à un biais humain qu'on a, tu vois, en dehors de critiques, d'organisation, etc. L'humain, en fait, il a tendance à surestimer beaucoup les efforts importants qu'il fait one shot une fois tous les ans, tous les 6 mois, tu vois, la cure de vitamines, le gros effort, je me remets au sport et ça. Et il sous-estime énormément les efforts, petits efforts continus toutes les semaines, tous les jours. Et donc, du coup, Oui, tu as raison. les Mmh. petites routines d'aller voir les DRH, pour voir comment ils travaillent toutes les semaines, etc., les petits trucs qu'il y a, on va le sous-estimer. Par contre, le mec ou la meuf qui va pendant 2 semaines faire plein d'ateliers avec eux, on va dire putain, on a fait un gros truc avec les DRH. Et en fait, tant que Mmh. ça, c'est le biais qu'on a, il n'est pas bien conscientisé, ben, Oui, tout à fait. c'est pas valorisé par le management, c'est pas valorisé par la direction, et on va préférer faire des actions coup de poing parce qu'on fonctionne comme ça, quoi.
Et sur le sport, sur, tu vois, le mal de dos, bien manger. Non, mais tu vois, des trucs très bêtes. On va dire, vas-y, Oui, je vais mais faire des kinés, je vais faire de machin et tout. on peut tout à fait faire le lien effectivement avec des choses qu'on fait tous individuellement et qui, beh, du coup, sont comme ça que nos organisations fonctionnent, hein, puisque c'est Elles sont une scalées sur ces biais-là, quoi. organisation. Exactement, somme d'individus, et puis c'est vrai qu'il y a une logique de se dire, en fait: «Je veux avoir le geste le plus parfait». Ce qui compte, c'est la qualité, à chaque étape de l'entreprise ou du flux de valeur, et on a quand même un peu une culture qui est certainement moins, on va dire, craft artisanale que, dans d'autres régions du monde. On aime bien aussi, faire des choses, vides, volume et cetera. On n'a pas forcément tous une culture, qui nous a été amenée dans la précision du geste. Là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, au à la fin, c'est de se dire, en fait, tous, on devrait avoir 20 sur 20 tout le temps, et du coup, c'est comment on arrive à avoir 20 sur 20 tout le temps dans des contextes qui changent, alors que finalement, on n'a pas loin d'avoir une culture un peu française, européenne, de se dire: «Bon, si j'ai 15, à peu près dans la moyenne, et que j'ai un coup d'éclat de temps en temps, ça va le faire». Donc ouais, c'est vraiment un changement aussi, culturel, et bon, on a un peu d'expérience, hein, puisqu'on commence. Mais effectivement, quand on lit beaucoup de Rex, quand aussi, du coup, on est accompagné par des consultants, des coachs Lean, qui nous amènent sur ce chemin-là d'apprendre et de comprendre vraiment les principes qu'il y a derrière les débuts d'outils qu'on met en place, les rituels qu'on commence à mettre en place, de vraiment aller comprendre le sens qui est derrière. On se rend compte qu'au-delà de savoir maîtriser un ou 2 outils, c'est vraiment, un état d'esprit complètement différent qu'on va essayer d'infuser dans l'entreprise, parce qu'on a un enjeu, d'être, voilà, une boîte avec plein de qualités, mais aussi dans un environnement, qui est très concurrentiel, très technique, qui va être très réglementé, énormément impacté aussi par ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Donc il faut qu'on arrive à être de plus en plus, fort, et le Lean va nous y aider, on est vraiment convaincus de ça. Bon, trop cool, Mélanie. Bah, c'était super intéressant. Merci Voilà, pour tout. Merci pour les avec séances. plaisir. On a un rendez-vous dans un an pour savoir comment ça se passe avec plus d'expérience. Mais bon, on le fera. Ça sera super intéressant parce que ça reste une suite logique. Est-ce qu'il y Avec a des gens plaisir. qui veulent te contacter, peuvent te contacter sur LinkedIn pour avoir ton Rex un peu plus si à un moment donné ça intéresse des gens? C'est possible? Alors oui, 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 ils Et- peuvent. Non? Je dis pas avant j'hésite un petit peu parce que je suis pas la plus, rapide à répondre sur les contacts LinkedIn. Ok. Et allez-y, Ton retour est avec plaisir. précieux. Donc, si des gens te mettent un petit message par rapport au lean, au moins tu sauras qu'ils viennent de là. Exactement, mais avec plaisir. C'est dans Super. mes axes de progrès. On en a tous. Bon, mais merci, Mélanie, c'était super intéressant. Très cool. Merci, à bientôt. À bientôt.